Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le Club des entrepreneurs, dans une région Auvergne-Rhône-Alpes en plein essor et qui entend jouer un rôle majeur dans l'Europe des régions et des métropoles. La question des infrastructures se pose avec acuité, qu'il s'agisse du projet d'autoroute A45 entre Saint-Étienne et Lyon, de la liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin, du contournement ferroviaire de Lyon, de la saturation de la gare de la Part-Dieu, du bouclage du périphérique lyonnais. Les sujets sur la table ne manquent pas. Et bien sûr, depuis l'annonce du renoncement du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, une question revient avec insistance. Les infrastructures vont-elles être sacrifiées désormais sur l'autel des économies et de la transition écologique ? Point d'interrogation donc. C'est le thème de notre Club des entrepreneurs aujourd'hui. Pour en débattre sur ce plateau, avec nous, Emmanuel Aberton, bonjour. Bonsoir. Président de la CCI Lyon Métropole, Saint-Étienne-Roanne, fervent défenseur de l'autoroute A45. Exactement. Et Stéphane Gugineau, délégué général du Comité pour la Transalpine, qui regroupe tous les acteurs qui se mobilisent pour la réalisation de Lyon-Turin. C'est ça, sous la présidence de Jacques Gounon, le PDG d'Eurotunnel. Renaud Pfeffer, premier vice-président du conseil départemental du Rhône, maire de Mornan, LR. Bonsoir. Et opposant à l'autoroute A45. Tout à fait. Jean-Charles Colas, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Opposant à la 45 aussi. Entre autres, mais aussi fervent partisan d'un certain nombre d'alternatives et d'infrastructures comme le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, par exemple. Avec nous aussi Patrick Riquiero, bonsoir. Bonsoir. Président de BTP Savoie. BTP Savoie, président de la CPME Savoie, vice-président de la CCI. Voilà, les infrastructures qui font travailler beaucoup d'entreprises, j'imagine, quand il y a des travaux. Oui, en Savoie, vous avez 4300 entreprises et 12 000 salariés. Et puis avec nous aussi notre partenaire média, Éric Monget de Flash Info, qui nous donnera quelques infos en fin d'émission. Oui, bonsoir. Donc Flash Info, qui est une plateforme d'actualité d'entreprise qui traite de tout ce qui peut se passer dans le milieu économique. Voilà, merci avec vous d'être présent. Merci à vous d'être présent ce soir. Alors après l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, l'autoroute A45 est-elle le prochain projet sacrifié? La liaison Lyon-Turin va-t-elle être victime des changements politiques en Italie? Les projets autoroutiers en France sont-ils tous condamnés? Est-on rentré dans l'après tout TGV? Peut-on concilier grands travaux d'infrastructure et respect de l'environnement? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Merci aux personnes qui sont venues pour ce débat. Vos réactions, bien sûr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Club des entrepreneurs. Je le disais donc, après Notre-Dame-des-Landes, la 45 est-il le prochain projet sacrifié? Le 1er février dernier, le Conseil d'orientation des infrastructures a rendu son rapport, 200 pages, avec 3 scénarios, mais clairement pour l'autoroute A45, il propose un débat public multimodal en 2019 où tous les sujets seraient abordés. On écoute les réactions au lendemain de la parution de ce rapport. Bertrand Frachon. La mobilisation des opposants à l'A45 commencerait-elle à porter ses fruits? Le rapport Duron, qui vient d'être remis au gouvernement, émet des réserves sur ce projet de nouvelle autoroute Lyon-Saint-Étienne évalué à 800 millions d'euros. La 45 ne serait pas une priorité, un abandon éventuel qui a fait réagir Laurent Wauquiez. C'est un vrai poignard dans le dos et c'est un coup de poignard sur tout ce qui est l'avenir de toute une région. Jamais il n'y a eu une telle reculade qui a été faite par un gouvernement de quelque tendance qu'il soit, de gauche ou de droite, à l'égard de tous les projets de notre région. Donc on ne peut pas l'accepter. Côté métropole, en revanche, on accueille plutôt favorablement ce rapport Duron qui prend en compte certaines inquiétudes. Il s'interroge aussi sur finalement le débouché de la 45, c'est ce que nous disons, nous pas d'opposition de principe à la 45, mais interrogation sur le tracé tel qu'il était prévu et la difficulté de ramener encore plus de circulation au cœur de la métropole. Enfin, du côté des agriculteurs qui redoutent les expropriations, ces réserves sur la 45 sont un soulagement. Des solutions, il y en a beaucoup d'autres. Réaménager la 45, qui est dangereuse, ça personne n'en doute, et congestionnée aussi. Mais aussi améliorer le ferroviaire, parce que la ligne qui relie Saint-Étienne à Givors et par extension à Lyon est mal adaptée, des parkings sous-dimensionnés, et s'il y a 790 millions d'argent public à mettre, on peut déjà commencer à le mettre ici. Voilà, ça c'était la réaction le 2 février, après la publication de ce rapport le 1er février. Emmanuel Aberton, une réunion est organisée par le préfet la semaine prochaine. Tout n'est-il pas déjà scellé dans cette affaire ? Mais écoutez, nous on pense que l'État doit tenir ses engagements et l'engagement de l'État sur la 45, c'est un engagement très fort qui a été matérialisé par 2 visites présidentielles, à la fois le président Jacques Chirac et à la fois le président François Hollande, qui tous les deux se sont engagés à ce que la 45 se fasse.
Et donc c'est un dossier qui dure maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Tous les recours ont été épuisés, toutes les enquêtes publiques ont été faites. Et lors du changement politique, il ne restait plus qu'au ministre à apposer la signature. Et donc il y a un très grand phénomène d'incompréhension, parce qu'on se demande au fond si aujourd'hui, dans notre démocratie, l'État ne tient plus ses engagements, où est-ce qu'on va aller ? Si un jour on peut se permettre qu'un président de la République s'engage sur un dossier et que le lendemain, celui qui arrive défasse ce qui a été fait, ça veut dire qu'il n'y a plus de continuité de l'État, et donc on en fait déjà une question de principe très fort. C'est un projet qui a trop traîné pour voir le jour, finalement ? Écoutez, je ne sais pas si les projets qui traînent voient ou pas le jour. En tous les cas, celui-là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué depuis des dizaines d'années. Il y a une chose qui n'a pas diminué, mais qui a augmenté tous les jours, c'est la congestion de l'A47, qui est une autoroute extrêmement dangereux, qui emprunte l'A7, qui est l'axe le plus occupé d'Europe et qui n'est plus aux normes, y compris écologiques. Et donc, depuis plusieurs dizaines d'années, tout le monde s'est soucié de savoir s'il y avait des projets alternatifs. Des projets alternatifs, on n'en a pas trouvé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ceux qui étaient quand ils étaient à Saint-Étienne, comme par exemple le député des Monts du Lyonnais qui était quand il était à Saint-Étienne pour la 45, il est aujourd'hui député des Monts du Lyonnais et il ne trouve plus de vertu à la 45 qu'il défendait hier. Il y a donc un problème ici d'intérêt général. Et moi, le représentant des entrepreneurs, avec le monde économique, ce qu'on souhaite, c'est qu'on fasse d'abord passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Nous avons une grande métropole et aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs de la métropole, c'est ces infrastructures qui sont en dessous de nos ambitions. Il faut donc qu'on se relève les manches pour travailler ce sujet. Est-ce que ce n'est pas le problème aussi que le président de la métropole, on l'a clairement entendu dans ce reportage, il ne soutient pas clairement en disant il y a le problème de savoir où elle arrive, cette autoroute. Et écoutez, moi j'ai eu plusieurs réunions avec Gérard Collomb, plusieurs réunions avec son successeur à la tête de la métropole. Il n'y a jamais eu d'opposition de principe sur la 45, mais simplement un problème sur l'arrivée sur Lyon. Nous, on a proposé une chose simple, c'est que la jurisprudence de l'A89 s'applique comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on construit l'autoroute et puis on avance. Et en avançant, on trouve des solutions comme le barreau qui aujourd'hui permet de rejoindre l'A6 et l'A89, qui est une formidable réalisation et qui permet à des territoires enclavés comme Tarare de se développer. Renaud Pfeffer, premier vice-président du conseil départemental, maire LR de Mornan. Vous faites l'union, j'ai envie de dire, avec Jean-Charles Colas, Europe Écologie Les Verts, plutôt qu'avec Laurent Wauquiez, le président de votre parti. On n'y comprend plus rien. Non, mais Laurent Wauquiez a pris des engagements pendant sa campagne. Il s'y tient. On est en désaccord sur ce sujet. Moi, je lui ai exprimé mon désaccord. En revanche, je comprends qu'à partir du moment où il avait pris des engagements, il les tienne. C'est aussi peut-être la marque de fabrique de Laurent Wauquiez, même si là, sur ce point précis, je suis en désaccord total, parce que si ce projet n'a pas vu le jour, moi j'étais pas né, en fait, quand on a commencé à parler de ce projet, alors les années 60, même avant, en réalité, c'est parce qu'en fait, une autoroute payante en parallèle d'une autoroute gratuite qui arrive en cul-de-sac à Pierre-Bénite sur une autoroute A6, A7 déclassée, je me dis, fallait quand même y penser. Moi, ce projet me paraît totalement fou. Souvent, on a des leçons... Et la solution que vous proposez, Emmanuel Imberton, ça ne vous va pas? Non, la solution proposée par Emmanuel Imberton, ça avec ce barreau... Souvent, moi, j'entends, et moi, je suis un fervent défenseur du monde économique, des entreprises. J'entends souvent aussi les entreprises qui attirent notre attention sur la façon dont les collectivités dépensent l'argent public. Là, bizarrement, j'ai le sentiment que les entreprises nous guident à mal dépenser l'argent public sur un projet qui est archaïque. On sait très bien qu'il y a un problème de liaison entre Saint-Étienne et Lyon. Et on sait très bien que ce n'est pas la 45 qui résoudra ce problème. Il y a bien quelque chose à faire quand même. La réalité, c'est qu'on a expliqué aux Stéphanois depuis des années. On les a convaincus à grands coups de ministres qui venaient dire c'est le premier, ou de président, qui venaient dire c'est le premier coup de pioche pour l'autoroute A45. Donc on se rend compte que c'était déjà un peu bidon. Parce qu'on a fait croire aux Stéphanois que le redressement économique de la Loire viendrait par miracle
de façon dogmatique, en réalité, de la réalisation d'une autoroute A45. Moi, quand je suis allé voir il y a quand même Derby, eu une déclaration d'utilité publique. Il y a quand même eu une déclaration d'utilité publique. Elle suit son cours. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'un certain nombre d'arguments sont compris. C'est vrai que le fait de faire une autoroute gratuite en parallèle d'une autoroute payante, le fait d'arriver en cul-de-sac à Pierre-Bénite. Moi, je prends la 450 tous les matins pour venir à Lyon. C'est un bazar innommable. Et on n'a pas besoin d'un trafic supplémentaire lié à la 45. Je crois que la 45 va au contraire enclaver le sud-ouest de Lyon. Et moi, je pense que pour l'essor économique d'un territoire où il reste un peu de foncier économique, et ben, je pense que ce serait une très mauvaise solution. J'ai la certitude qu'on peut aujourd'hui essayer d'innover, utiliser des techniques modernes, de faire de la transition énergétique un modèle. Moi, je défends des solutions alternatives et pourquoi pas qu'on pousse la recherche. Si la 45 ne s'est pas faite dans 40 ans, c'est que ce n'était pas un bon projet. Jean-Charles Colas, un élu Europe Écologie Les Verts opposé à un projet autoroutier, bon, en soi, c'est pas surprenant. Oui, mais moi, je comprends on a quand même des alliances à front renversé. Non, pas du tout. Moi, je comprends la déception qui vient du non-respect de la parole de l'État. Seulement, Nicolas Sarkozy l'avait d'ailleurs dit il y a quelques années, l'État s'est engagé pour 250 milliards de travaux de grosses infrastructures. C'est juste impossible. Tous les chefs d'entreprise et tous les citoyens un peu sérieux qui connaissent le budget de l'État, la situation de l'État aujourd'hui, savent que c'est impossible. Donc, sous le précédent mandat, une commission qui a réuni des personnes différentes, des experts, des gens qui étaient sur des lignes politiques différentes, a fait un tri de ces projets et elle a proposé un ordonnancement pour dire ça c'est prioritaire, ça l'est moins. Sous ce mandat-là, une nouvelle commission, le comité d'orientation des infrastructures que vous avez cité tout à l'heure, fait le même travail et redit les mêmes choses en disant... Alors les trois scénarios, on va les rappeler. Hein. Voilà. Il y a un premier scénario à 48 milliards de travaux en 20 ans, le deuxième à 60 milliards et le troisième à 80 milliards. Voilà. Mais enfin, tout le monde sait que les 80 milliards, on ne les aura pas en 20 ans. On ne sait même pas si on aura les 48 milliards. On les cherche. L'État les cherche pour l'instant. L'enjeu, c'est de dire qu'est-ce qui est prioritaire. C'est intéressant et important que l'État et les collectivités territoriales mettent de l'argent public sur des infrastructures, mais il faut cette part de l'argent public soit limitée et puis surtout que ce soit efficace pour les entreprises et les citoyens. Donc ils ont analysé tous les projets. Il y a des projets qui sont plus efficaces que d'autres. Ils ont jugé que l'autoroute A45, pour les différentes raisons que Renaud Pfeffer a citées tout à l'heure, et on pourrait en citer encore d'autres, une autoroute entre La Fouillouse et Saint-Étienne, ça rend service à personne, et surtout pas aux usagers actuels de la 47 qui habitent tout le long de la vallée du Gier. Donc ils ne seront pas concernés par la 45. Les solutions existent, il faut mettre l'argent public sur les bonnes solutions. Les bonnes solutions, c'est pour ce qui est des voyageurs qui font effectivement la vallée du Gier, il faut un RER. Aujourd'hui, le TER Saint-Étienne-Lyon doit être transformé en RER et puis élargi aussi sur l'ensemble du secteur, avec la rive droite du Rhône jusqu'à Condrieu, par exemple. Ça fait combien de temps qu'on nous le dit qu'il faut qu'il y ait un véritable RER entre Lyon et Saint-Étienne? Je ne suis pas certain qu'on le dise beaucoup. Moi, je l'ai dit, j'ai prêché dans le désert. J'ai été rejoint il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, par les maires du sud-ouest lyonnais, de tous bords politiques d'ailleurs, qui ont réclamé, François-Noël Buffet-Oulin entre autres, mais d'autres aussi, qui ont réclamé ce RER. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un projet qui a été étudié et qui a avancé, à part le travail que nous avons fait à quelques élus pour dire c'est possible. On a une infrastructure qui est aujourd'hui en bon état, qui a été électrifiée, Alors, il y a encore des petits travaux à faire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à faire, il y a toujours des choses à faire, mais on n'a pas à créer une nouvelle infrastructure destructrice de l'environnement et surtout des terrains agricoles. Et on peut effectivement supprimer, allez, je vais dire, aujourd'hui il y a 20 000 voyages jour entre Saint-Étienne et Lyon sur le TER. Avec un bon système, on le double. On enlève 20 000 voyages jour sur la 47, ça fluidifie la 47. Ce qui n'empêche qu'il faut faire des travaux de sécurisation sur la 47, comme on a su le faire d'ailleurs pour la Coupe du Monde en 98. La ligne ferroviaire, c'est l'une des plus anciennes de France. Non, elle a été entièrement rénovée, électrifiée il y a 10 ans. Le matériel est neuf et électrique. Là où je peux vous rejoindre sur le niveau de service... C'est la plus utilisée, elle est aujourd'hui à saturation. Elle n'est pas à saturation, parce que quand on a... Elle est à saturation, bien sûr que si. Oui. Avec le système de fonctionnement de la SNCF, je suis d'accord. Vous savez qu'il y a 30 ans, on faisait circuler plus de trains qu'aujourd'hui sur cette ligne. Demandez aujourd'hui aux gens qui venaient de Saint-Étienne pour travailler à Lyon et demander au maire de Mornan ce qui s'est passé aujourd'hui, la pollution sur les monts du Lyonnais. En vérité, on a un débat entre des intérêts particuliers. Je comprends le maire de Mornan, l'autoroute va être à côté de lui. Son président... Ça, c'est le syndrome NIMBY, pas dans mon jardin. Voilà, le président Sarkozy est venu, le président Laurent Wauquiez est venu, on appartient à un parti politique, on se désolidarise des décisions d'un parti politique dès lors que c'est son intérêt particulier.
qui est en jeu. L'intérêt général, On travaille sur l'intérêt général. L'intérêt général, c'est d'avoir des infrastructures, c'est qu'on puisse circuler entre Lyon et Saint-Étienne. On sait très bien que la rénovation de la 47, aujourd'hui, elle est impossible. Elle coûterait plus cher que la 45. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. La rénovation de la 47, ça s'est fait entre Saint-Étienne et Saint-Chamond pour la Coupe du Monde en 98. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué? Sans aucun souci, ça s'est fait. C'est incroyable. Monsieur le Président, moi, je discute avec les chefs d'entreprise de mon territoire, je les accompagne. Ils m'ont jamais défendu ce projet d'A45. C'est pas parce qu'ils défendent un intérêt particulier. Ils ont leur entreprise basée sur notre territoire. C'est juste qu'aujourd'hui, l'A45, c'est pas Saint-Étienne-Lyon. C'est La Fouillouse, Brignais. Monsieur le maire, c'est parce qu'on leur a pas expliqué la réalité, on leur a tronqué la réalité. Ça fait 30 ans qu'on leur tronque la réalité. Aujourd'hui, c'est très clair que le barreau qui était envisagé par Gérard Collomb... À 1 milliard d'euros supplémentaires, tout à fait. Le barreau qui avait le coût de la 45, c'est pas 800 millions, c'est 1 milliard d'euros. Il y a 800 millions d'euros d'argent public, voilà. mais c'est 1 milliard d'euros d'argent public. Le barreau qui a été proposé, au contraire, permettait un désenclavement des monts du Lyonnais, parce qu'on va voir ce qui va se passer. Est-ce que vous soutenez, par exemple, le déclassement de la 6 à 7 ? Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce qu'on fait si on amène une autoroute nouvelle sur un boulevard urbain qui est déclassé ? Mais justement, c'est juste pas possible. Le barreau qui était prévu permettait justement de détourner la circulation au sud de Lyon sans venir impacter. Sauf que ce barreau n'est pas dans le projet A45. Mais le barreau, ça veut dire qu'il faut refaire un débat public, une enquête publique. Bien sûr, oui. Et puis il faut trouver 1 milliard d'euros supplémentaires d'argent public. On repart pour 40 ans, là. Très honnêtement, c'est pas sérieux, M. Humberton. C'est pas sérieux. Il y a des bonnes solutions sérieuses et celle-là, elle n'est pas sérieuse. Elle a 40 ans. Si elle n'est pas faite, c'est qu'elle n'est pas sérieuse. Alors, la mobilisation... Vous considérez que les présidents de la République successifs qui sont venus, dont Nicolas Sarkozy, cher Renaud, ont raconté n'importe quoi. Je regrette que l'ensemble des élus, pas seulement les présidents de la République, mais de droite comme de gauche, se soient engagés sur 250 milliards d'euros de projets en France, alors que la France n'a pas cet argent. Quand on écoute le président de la région, il raconte n'importe quoi aussi. Je regrette qu'il s'engage sur des projets que manifestement, on n'a pas les moyens de financer. C'est clair, tout le monde le comprend, ça. Alors, on écoute les opposants. C'était quelques semaines après la publication de ce rapport Duron. La mobilisation est à son comble, je dirais, des deux côtés, hein, les pour, les contre. Le 22 février, c'était juste devant le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Reportage. Des opposants à l'A45 réunis ce matin devant la région. Ils veulent planter les derniers clous dans le cercueil du projet de nouvelle autoroute Lyon-Saint-Étienne, déjà bien mal en point suite aux conclusions du récent rapport Duron. Je suis relativement optimiste. Reste à savoir ce que les députés vont faire du rapport Duron. L'avenir est entre leurs mains en quelque sorte. Mais si on écoute le rapport Duron, l'A45 devrait être enterré définitivement. Les pouvoirs publics doivent prendre aujourd'hui la décision de à la fois ne pas signer le décret de concession de l'autoroute à Vinci. Ce décret est sur la table de la ministre, elle ne doit pas le signer. Et pour définitivement tourner la page, elle doit abroger la déclaration d'utilité publique qui sera la meilleure façon de passer à autre chose et de laisser tomber la 45 pour mettre en œuvre des propositions alternatives dont on a besoin. Alors Emmanuel Humberton, vous de votre côté, vous sonnez la charge en faveur de la 45 avec l'ensemble du monde économique. Si vous voulez, plus généralement, c'est qu'on a une métropole qui se porte bien, qui se développe, qui attire des talents, qui crée de la richesse. On avait identifié 2 points faibles, qui étaient l'aéroport, parce qu'il s'est traîné très loin dans les classements européens. Oui, au-delà de la 40e place. Voilà, c'est pour ça qu'on a favorisé la privatisation et que le développement aujourd'hui de l'aéroport est conforme à nos espérances. Et puis reste le problème des infrastructures, aujourd'hui, qui est la faiblesse de notre métropole. Rien à l'ouest. Aujourd'hui, on envisage de faire passer le trafic de transit à l'est lyonnais, là où le développement économique est formidable. L'aéroport, Eurexpo, le stade de Jean-Michel Aulas, bientôt peut-être Amazon qui va venir s'installer. Et on n'a aucun moyen alternatif de transport en commun, pas de métro, une ligne qui rejoint simplement aujourd'hui très cher entre l'aéroport, on va trouver quelques points d'entente, l'aéroport et... La ligne E du métro, ça va arriver. Hein. Et des bouchons en permanence. Et en plus de ça, on vient aujourd'hui nous expliquer qu'on va déclasser la 6 à 7 et que tous ces gens qui viennent du sud, moi je viens tous les jours du sud, aujourd'hui... Vienne-Lyon, en moyenne, c'est 1h30. Oui, on l'a compris. 1h30. On va déclasser la 6 à 7
Ce trafic, il partira pas à l'ouest, puisqu'il n'y a aucune voie, et on va le ramener à l'est lyonnais. Donc en gros, vous et on dites, nous dit en contrepartie, on va faire 2 fois 3 voies sur la rocade, qui est déjà saturée, notamment à cause du problème de Givors, d'accord, qui ne le résoudra pas. Oui, parce que le concessionnaire dit, je suis prêt à faire les travaux pour passer à 2 fois 3 voies si on prolonge la concession, c'est ça. Pardon ? Le concessionnaire dit, moi je suis prêt à passer à 2 fois 3 voies si on prolonge ma concession. Et on va faire du covoiturage en nous expliquant qu'il y aura une voie réservée au covoiturage et qu'on aura une caméra qui permettra de visiter si les gens sont effectivement en covoiturage. Nous, on trouve ça un peu bisounours. Et en tous les cas, l'autométropole mérite un développement à l'Est avec véritablement une prise en compte de ce développement économique. Parce qu'on n'est plus au temps des charrues. Il faut aujourd'hui qu'on mette un minimum de temps pour se déplacer. On a investi 250 millions dans notre aéroport. En gros, le temps de trajet entre Saint-Étienne et Lyon, c'est pas un projet pour les jeunes chefs d'entreprise, mais tous les moins de 50 ans ne croient qu'au covoiturage aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit que le covoiturage, je ne suis pas contre le covoiturage, je dis simplement... Vous dites que c'est bisounours, c'est vos propos. Non, je dis simplement qu'imaginez que la seule solution au déclassement à 6 à 7, c'est le covoiturage. C'est pas la 45, puisque la 45, c'est amener encore plus de voitures sur cette autoroute. Le 2 fois 3 voies de la rocade qui est déjà complètement saturé. Mais là, vous avez raison, c'est pas une bonne solution. Eh ben, on va pas y arriver. En gros, vous reprochez aux élus de l'Ouest lyonnais d'avoir toujours fait en sorte qu'il n'y ait aucune autoroute qui passe dans l'Ouest. Mais c'est pas les élus de l'Ouest lyonnais, c'est le relief, soyons sérieux. Et même les entreprises. Il n'y a pas d'entreprise de logistique dans l'Ouest lyonnais. Elles sont toutes dans l'Est. Donc quand on a des entreprises de logistique avec des poules de camions énormes dans l'Est lyonnais, on demande des infrastructures dans l'Est lyonnais. C'est une évidence. On ne va pas mettre des infrastructures lourdes pour transporter des camions dans l'Ouest lyonnais alors que toute la logistique est dans l'Est. On pourrait parfaitement imaginer, une question cher ami, que le trafic de transit... le trafic de transit, c'est rien du tout. Je ne parle pas des poids lourds. C'est même pas 15%. Passe par l'Ouest lyonnais. C'est même pas 15% des véhicules. Parfaitement. Vous savez, Michel Noir avait imaginé qu'il allait passer sur la rocade Est. Vous vous souvenez, il avait fait des grands panneaux. Je fais sauter le bouchon de Fourvière en construisant la rocade Moi, j'étais pas né du temps de Michel Noir. Moi, j'étais né, je m'en souviens. Et tout ça a complètement loupé. Les deux ont été saturés quand elle a été construite, 4 ans après la construction. Est-ce qu'il peut y avoir un développement économique de la métropole lyonnaise et si la partie stéphanoise s'affaiblit complètement? Déjà, je pense que la métropole lyonnaise est un peu auto-centrée sur elle-même et qu'elle devrait regarder les territoires périphériques et notamment pas sauter directement de Lyon à Saint-Étienne. On a un secteur qui a une capacité de développement extraordinaire autour notamment de l'industrie agroalimentaire, je pense. On a beaucoup de producteurs, il y a des emplois, on aura toujours besoin de manger. Je pense qu'il y a une difficulté en fait. Il faut des infrastructures, j'en suis persuadé. En revanche, il faut des infrastructures utiles pour veiller à ce que l'argent public soit bien dépensé. Et pas sur mon territoire, en gros. Non, on accepte les infrastructures sur nos territoires. L'enjeu, la 45 ne pénalise pas particulièrement la ville de Mornan. Quand je vous entendais dire ça tout à l'heure, faut regarder le tracé. Faut regarder le tracé de la 45 et vous verrez qu'en fin de compte, on n'est pas impacté directement. Moi, je pense que c'est une aberration. Je pense qu'arriver sur une autoroute à 6 à 7 déclassée, enfin, on ne s'est jamais occupé on n'a jamais regardé les projets d'infrastructure dans leur ensemble, en réalité. Et je crois que c'est ça le problème. C'est qu'on a toujours fait des coups, où on allait faire des promesses, on allait expliquer aux gens, mais vous inquiétez pas, vous aurez votre gare TGV, vous aurez votre autoroute. Alors qu'en fin de compte, c'est pas ça. Les gens, ils ont besoin de se déplacer. Les chefs d'entreprise, ils ont besoin d'avoir les infrastructures leur permettant de développer leur activité. Je pense que les entreprises du secteur ont aussi besoin qu'il y ait des grands travaux qui soient organisés, mais pas à n'importe quel prix. C'est pas une question de défendre son petit lopin de terre. Parce qu'en réalité, on n'en est plus du tout là. On voit bien que le monde évolue. De toute façon, on sait aussi... Enfin, je vais juste terminer là-dessus. Moi, on va passer au sujet suivant qui est la liaison... À Geoffroy Guichard, chez les World Derby, où Lyon a gagné 5-0, il y avait les grandes pubs de la CCI, signer la pétition à 45. J'ai trouvé ça totalement ridicule. On est vraiment dans l'endoctrinement. Vous endoctrinez, Emmanuel Berton ? Bien, moi, je constate simplement qu'aujourd'hui, il ne faut pas être égoïste et comprendre aussi que le territoire stéphanois a besoin de se développer. On le sait tous aujourd'hui. Lorsqu'il y a des projets d'implantation de grandes entreprises sur Saint-Étienne, la 47 est rédhibitoire. On le sait.
le maire. C'est pas tout à fait vrai, puisque à la Talaudière, par exemple, s'installent des grosses entreprises sans infrastructure. Le président de la métropole le sait. Et on est dans Saint-Étienne Métropole. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas laisser non plus un territoire comme ça de côté. Moi, j'ai écouté Vous pensez qu'on va attentivement. sauver Saint-Étienne avec la 45 ? Non, mais ce n'est pas une question de sauver Saint-Étienne. Si, c'est simplement de pouvoir aller et venir sans tous les 2 jours avoir un accident. Se demander si on va mettre 1 heure, ou 1h30, ou 2 heures, ou 3 heures. Aujourd'hui, on avait l'Assemblée générale de la CCI. D'accord. Saint-Étienne, Lyon, Roanne. 3 heures. Durée moyenne ce matin, Saint-Étienne-Lyon, ce matin, il y a eu un gros accident. Mais comme tous les 2 jours. Non, parce que comme tous les 2 jours. J'aimerais que vous me donniez les chiffres. La 47 est une des autoroutes les moins accidentogènes de France, selon les rapports, non pas des écologistes, mais de l'équipement. Mais ne me racontez pas d'histoire. On sait des bouchons tous les 2 jours. Mais le préfet le sait, parce que d'ailleurs, quand il est venu à notre Assemblée générale, il était parfaitement au courant de ces accidents. Il y a moins d'accidents sur la 47 sur d'autres autoroutes. On aura encore plein de choses à dire sur le sujet, mais on va parler aussi... On va gagner du temps de trajet de la liaison TGV Lyon-Turin. Vous êtes pour nos préfères Lyon-Turin? Moi, voilà, encore un sujet qui traîne. Moi, instinctivement, j'y suis plutôt favorable. Je me dis, mais là aussi, il y a des décisions européennes. Non, c'est pas ça. Parce qu'on a des infrastructures qui passent chez nous, et parfois on manque même d'infrastructures chez nous. Moi, je pense qu'il manque d'infrastructures ferroviaires, justement, dans l'Ouest lyonnais. Mais là, pour le coup, je pense que c'est un projet à dimension européenne. Je pense que la France, alors les changements politiques en Italie invitent à un paradoxe, en réalité. On va en parler. Parce que vous avez une partie de la nouvelle majorité qui est hostile au Lyon-Turin et une partie de la nouvelle majorité qui est favorable au Lyon-Turin. Moi, je pense que la France aussi doit porter un message à l'international. Je ne suis pas sûr que les relations récentes entre Emmanuel Macron et les Italiens soient tout à fait propices à des discussions sur des grands projets entre la France et l'Italie. Alors justement, pour le TGV, la liaison à grande vitesse Lyon-Turin, il y avait une assemblée générale, Stéphane Gugineau, du comité pour la Transalpine il y a quelques jours. On va découvrir quelques images justement de cette assemblée générale. Et bien sûr, là aussi, la tonalité était à la mobilisation générale. On va écouter votre président, Jacques Gounon, président donc, du comité pour la Transalpine, nous expliquer évidemment en quoi, pour lui, il est très important que cette liaison à grande vitesse Lyon-Turin se réalise et se réalise rapidement maintenant. Tous ensemble, la volonté est clairement de rappeler qu'à partir du moment où le tunnel de base va être mis en service en 2030, il faut dès maintenant travailler aux accès, aussi bien côté italien que côté français. Il est clair que dans le contexte italien actuel où peuvent se produire un certain nombre d'interrogations, on se trouve dans une situation de balancier qu'on a connue par le passé où également des gouvernements français se posaient la question de savoir s'il y avait intérêt à réaliser le Lyon-Turin. Les réponses ont toujours été oui, le Lyon-Turin est un élément essentiel, qu'on pourrait même dire historique, de liaison entre l'Italie du Nord, la Savoie, le Lyonnais. Et c'est la raison pour laquelle il faut considérer que c'est une infrastructure d'avenir et qu'il est de notre responsabilité, décideurs économiques, décideurs politiques, de faire avancer ce projet, quelles que soient les interrogations, pour le mettre au service de l'écologie, de la protection des vallées alpines et au service du développement économique et de nos enfants. Stéphane Gugineau, c'est un vrai danger, une vraie inquiétude, ces changements en Italie et le fait qu'au pouvoir se trouvent des partis qui ont des visions différentes sur le sujet? Alors, si on s'en tient aux déclarations de Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles, oui, on pourrait craindre un avis de tempête. Mais si on regarde les choses d'un peu plus près, on va plutôt faire face à une grosse averse passagère. Vous le disiez tout à l'heure, la coalition au pouvoir est très partagée. D'un côté, vous avez le mouvement 5 étoiles, adepte de la décroissance, et d'un autre côté, la Ligue, qui est plutôt attachée au développement et à la puissance industrielle de l'Italie. Et donc, dans le cadre de leur contrat de gouvernement, la question du Lyon-Turin a fait l'objet d'âpres négociations pour retenir la notion ambiguë de rediscussion. Il faut signaler également que la majorité de la nouvelle coalition est assez étroite, notamment au Sénat, et que les voix vont donc se compter. Je rappelle également qu'il y a des traités internationaux et que se retirer unilatéralement d'un traité international, ça serait un séisme et surtout un manque de crédibilité de la troisième puissance de la zone euro sur le plan international. Et enfin,
Je rappelle que cette coalition s'est fait élire sur le principe de la lutte contre le gaspillage de l'argent public et qu'un arrêt du Lyon-Turin constituerait le plus grand gaspillage d'argent public depuis des décennies, puisqu'1,5 milliard d'euros ont déjà été engagés et 24 km de galeries et de descendries déjà creusées. Les salariés sur le terrain, aujourd'hui, les 400 salariés en Savoie, sont très inquiets par cette situation. Donc, très logiquement, il va y avoir des discussions. On invite le gouvernement français à faire preuve de pédagogie sereinement avec le gouvernement pour aller de l'avant. On va rappeler les enjeux. Il y a 3 parties dans cette liaison. La partie d'accès côté français, donc jusqu'au tunnel. Le tunnel dit la partie internationale. Et puis après, la sortie du tunnel jusqu'à Turin, Milan, etc. C'est ça. Alors en termes de coûts, de budget... C'est là qu'on n'est pas d'accord, mais aujourd'hui, les décisions... Alors vous nous dites qu'il y a déjà 1 milliard d'euros qui a été engagé. 1,5 milliard d'euros, 1,7 milliard exactement. Le coût total de la liaison Lyon-Turin, selon les décisions qui sont prises aujourd'hui, c'est 18,4 milliards d'euros, dont 8,4 milliards d'euros pour la France seulement. Le reste étant cofinancé. Alors, le chiffre de 26 milliards d'euros... C'est bagatelle 8,4 Non, vous savez, le Grand Paris Express, c'est 10 milliards d'euros de dérapage, et la ligne TGV Tours-Bordeaux, c'est 9 milliards. Tout à fait. Donc mais Lyon-Turin ne dérapera pas. Donc vous dites 8 milliards pour la France, combien pour l'Italie? Attendez, 8 milliards pour la France, avec la possibilité de réduire d'encore plusieurs milliards en repensant le phasage des voies d'accès qui relient Lyon à l'entrée du tunnel. Je rappelle que le tunnel, il est acté, le rapport Duron que vous évoquez à longueur de temps, acte le tunnel transfrontalier comme un ouvrage qui a été acté par les traités internationaux. Sur lequel il y a 40% de financement européen. 40% de financement européen, 25% de financement par la France, 35% par l'Italie. Sur les accès français... Pourquoi l'Italie paye plus que la France? L'Italie paye plus que la France parce que les voies d'accès côté français sont plus longues. C'est pour ça que nous plaidons, ne serait-ce que par respect pour nos amis italiens, pour la réalisation des voies d'accès. Ces voies d'accès aujourd'hui font 7,7 milliards d'euros. On peut réduire facilement de 3 milliards d'euros ces accès. Je vais être très concret, je n'ai pas de plan sous les yeux, mais le tunnel du Glandon, le tunnel du Beldon, tout le monde sait qu'on peut les faire beaucoup plus tard. Il y a encore des choix qui doivent être faits. Mais je veux bien rappeler quelque chose d'important. On a acté la réalisation d'un énorme tuyau auquel la commission Duron va raccrocher un minuscule petit robinet, guidé uniquement par des logiques comptables et uniquement des logiques hexagonales qui ne tiennent pas en compte du fait que c'est un projet stratégique et prioritaire pour l'Union européenne. Jean-Charles Colas, une liaison à grande vitesse Lyon-Turin, même pour le fret, qui éviterait des camions... Est-ce que je peux préciser, je vous coupe 30 secondes, ce n'est pas une LGV au sens... Ce n'est pas une LGV. 80% de cette ligne est dédiée au fret. Voilà, ce n'est pas une ligne pour les voyageurs. C'était justement ma question. Jean-Charles Colas, une liaison à grande vitesse Lyon-Turin, même pour le fret qui éviterait des camions sur les autoroutes, c'est un projet qui ne trouve pas grâce à vos yeux. Alors en fait, je ne vais pas entrer dans le débat des chiffres, mais je serais quand même surpris que ce soit, contrairement à tous les projets que vous avez cités ailleurs, le seul projet d'infrastructure dont le coût diminue par rapport à son estimation il y a 20 ou 30 ans. Mais bon, c'est ce que nous promettent les promoteurs du Lyon-Turin, c'est que non seulement ça ne va pas dépasser, mais qu'en plus on peut baisser le budget initial. L'Autrichien a baissé de 400 millions d'euros par rapport aux prévisions initiales. Voilà. Mais nous, on va le faire baisser de plusieurs milliards. On est les meilleurs du monde, sans doute. En tout cas, quand on fait le Lyon-Turin, quand on fait les autres infrastructures, on est très mauvais, mais quand on fait le Lyon-Turin, on est les meilleurs. Cela dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le même débat que tout à l'heure sur la 45. C'est un vieux projet qui est basé sur des estimations. On avait dit, la 45, il y a 30 ans, il y a 70 000 voyages jour sur la 47, on va être à 100 000, il faut donc une nouvelle infrastructure. 20 ans après, 30 ans après, on est encore même pas à 70 000 qu'on avait il y a 30 ans. Pour les marchandises, puisque c'est effectivement majoritairement un projet de marchandises, on était sur 20 millions de tonnes par an qui traversaient le nord des Alpes entre la route et le ferroviaire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 20 millions de tonnes. La seule différence par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'on a fortement baissé le ferroviaire et qu'on a fortement augmenté le routier. Mais il n'y a pas d'augmentation du trafic. C'est pourtant ce qui justifiait cette nouvelle infrastructure. Et donc la vraie question à se poser, c'est pourquoi on ne fait pas aujourd'hui du report modal. On a une voie ferrée existante, certes qui est ancienne, comme celle que les Suisses ont utilisée pendant 40 ans pour faire passer 17 millions de tonnes par an, qui a des pentes fortes comme celle que les Suisses utilisaient, et sur laquelle ils passaient jusqu'à il y a 15 ans 12 millions de tonnes de marchandises par an. Aujourd'hui, il y a moins de 3 millions de tonnes qui passent par an. Ça veut dire que si on remontait à 12 millions de tonnes comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans,
alors qu'on a fait des travaux d'amélioration de la voie ferrée. On supprimerait les 2/3 des poids lourds qui aujourd'hui passent par le tunnel du Mont-Blanc et la vallée de l'Arve, et la vallée de la Maurienne et le tunnel du Fréjus. Donc on peut le faire. Et quand on va voir les transporteurs routiers, parce que moi aussi je vais voir les entreprises qui ne sont pas seulement celles qui construisent les grosses infrastructures, mais celles qui les utilisent après, et en particulier les transporteurs routiers, les chargeurs, ils nous disent mais nous, aujourd'hui, la route nous coûte plus cher que le ferroviaire, parce que le péage au niveau des tunnels est très très cher, aujourd'hui des tunnels routiers. Donc s'il y avait le service, on prendrait le train. Parce qu'on n'aurait pas besoin de conducteurs, on mettrait la remorque sur le train. Il faut peut-être investir dans un nouveau... Mais pour ça, il faut... Non, le service, il est possible, puisqu'aujourd'hui, je vous dis qu'on transporte 3 millions de tonnes par an, alors qu'on a transporté, il y a 15 ans, 12 millions de tonnes. Donc pourquoi pas le remonter? Moi, je demande juste qu'on le remonte à 12 millions de tonnes et qu'on voit ce que ça donne. Si effectivement, ça ne marche pas, si le trafic explose dans les Alpes, pourquoi pas une nouvelle infrastructure? Et mais pourquoi pour l'instant, ça fait 30 ans que le trafic ne bouge pas. Un nouveau tunnel, Parce qu'eux, ils sont sur un trafic nord-sud, avec un trafic qui a fortement augmenté. Ce qui n'est pas le cas dans le nord des Alpes, où nous, on est sur un trafic ouest-est qui n'a pas bougé depuis 30 ans. Et donc, on n'a pas besoin d'une infrastructure nouvelle. Alors, peut-être qu'après, on va nous dire, oui, mais c'est pour faire remonter les camions d'Espagne, les faire prendre le train pour qu'ils redescendent après sur l'Italie. Peut-être ça, c'est une justification. Mais alors, il faut que l'explique. Sauf que ce ne serait pas très naturel de faire une infrastructure avec 57 km de tunnel qui coûte très cher, alors qu'on a une voie ferrée. Alors, je voudrais qu'on évoque l'aspect emploi et qu'on donne la parole à Patrick Riquiero, le président de BTP Savoie, parce que ces travaux, évidemment, ça représente un nombre d'emplois élevé. Et on évoquait l'inquiétude dans les salariés, chez les salariés de ces entreprises. Alors, un chiffre déjà à Rhône-Alpes, hein, le BTP, c'est 178 000 salariés. Il faut comprendre qu'un emploi créé dans le BTP, c'est 7 emplois en amont et en aval. Voilà. Je rebondis sur Lyon-Turin. Oui, c'est un chantier aujourd'hui. C'est un véritable chantier avec 400 personnes et 20% de sous-traitance au niveau savoyard. Je rebondis aussi sur le tunnel historique. Il a été inauguré en 1871. Ça fait déjà quelques années. Comme le Suisse. Voilà, donc il n'est pas obsolète. On peut encore l'utiliser. Mais on va voir la photo de ce tunnel, là, de l'entrée. Moi, je voudrais sortir, si vous voulez, de la A45 et revenir un petit peu sur les Savoies, hein, pour justifier justement les investissements, pour bien comprendre aussi une cartographie économique des départements. La Haute-Savoie, elle a doublé sa population en 10-12 ans. C'est le département la plus forte démographie que vous avez aujourd'hui en France. C'est 10 000 personnes en plus chaque année. C'est 82 000 personnes qui vont travailler tous les jours à Genève. Ça nécessite que les structures en matière de logement suivent la qualité de vie aussi. Alors en matière de logement, c'est 15 000 logements par an, ce qui n'a pas juste derrière Lyon, c'est un fait exceptionnel. Par contre, le réseau routier ne suit pas du tout. Et là, c'est pareil, vous parlez de tunnels. Lorsqu'on est sur Annecy, on parle du tunnel sous le Semnoz depuis 30 ans. Moi, je suis désolé, mais je suis un peu stupéfait que pour arriver à acter quelque chose, il faille attendre quand même 20, 30, 40 ans. On parlait de 40 ans tout à l'heure. Pendant ce temps-là, la société évolue à grands pas, la démographie évolue à grands pas, et ça, c'est quelque chose dont on est complètement saturé. Il y a les Jeux Olympiques d'Albertville vous ont permis, par exemple, j'imagine, d'accélérer des travaux importants. Alors, je vais vous donner un exemple. Merci pour cette remarque. Moi, j'ai vécu, bien entendu, avant les Jeux de 1992, donc il y a 26 ans. Un trajet bien connu des touristes, hein, Ugine, Albertville, Moutier. 40 km, avec des bouchons sur 60-70 km. À l'époque, on roulait sur des nationales à 90 km/h. C'est un petit clin d'œil pour le 1er juillet à 80. Et là, vous aviez un mort par semaine. Depuis, les Jeux ont permis de désenclaver les vallées avec des 2 fois 2 voies à 110 km/h. Et aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas, évidemment, mais on n'entend plus parler d'accidents entre Ugine, Albertville et Moutier. Donc c'est bien preuve qu'à un moment donné, c'est important que les infrastructures puissent suivre. Je prends un autre exemple pour sortir, pas faire une sortie de route, mais simplement pour sortir
sur d'autres arguments en matière économique. La fibre optique. Vous avez des entreprises qui déménagent des zones industrielles parce qu'il n'y a pas la fibre optique. Des entreprises viennent sur une zone parce qu'il y a la fibre optique, au même titre qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on choisissait une zone industrielle parce qu'il y avait le train. Aujourd'hui, la Savoie a 10 ans de retard sur la fibre optique. Et pour terminer avec un exemple concret, 1er janvier 2019, vous aurez la dématérialisation des marchés publics. Et sans la fibre optique, ça va être très compliqué pour valider nos dossiers publics. Voilà ce qui m'intéressait de dire. Les TP aussi, c'est important. Quand vous avez des investissements lourds, très lourds, avec des D8 Caterpillar, etc., vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas simplement avoir une compétence élargie. Vous restez dans les marchés publics et c'est très compliqué d'équilibrer un plan de charge. Et aujourd'hui, sur ce dossier Lyon-Turin, vous dites, même si ça prend du retard, il se fera? Ou vous avez une vraie inquiétude? J'en suis convaincu, mais pendant ce temps-là, on a fait le même tunnel en Suisse avec 2 fois moins de temps. C'est dommage qu'on perde autant de temps pour arriver au bout. Alors je juge personne, hein, je n'ai pas les compétences politiques ou économiques, mais simplement, c'est vraiment dommage. Je suis élu à la CCIR, à l'aménagement du territoire. La première question à la première réunion, c'était faut-il supprimer les poids lourds dans la vallée de l'Arbre? On connaît la qualité de l'air qui est très négative dans la vallée de l'Arbre. J'ai répondu pourquoi pas. C'est 641 000 camions qui passent au Mont Blanc toutes les années et 777 000, 70 000 au Fréjus. Mais actuellement, si on les supprime du Mont Blanc, on va les faire passer où? Si c'est pour les faire passer en Maurienne, c'est pas la peine. Par contre, soyons quand même un petit peu objectifs. On peut haro sur les camions, sur le réseau routier. Mais aujourd'hui, les camions sont équipés en Euro 6. Quand on voit un collecteur d'échappement, un additif avec l'AdiBlue, on a fortement diminué les particules fines. Et les particules fines, 60% de la vallée de l'Arbre, elles sont dues au chauffage bois. Donc il faut remettre le curseur au bon endroit. Merci Patrick Riquero. Stéphane Gugineau. Je voulais simplement rebondir sur les propos de Jean-Charles Colas. D'abord pour admettre une chose, on partage exactement le même constat. Il y a trop de poids lourds sur les routes des vallées alpines. Il faut faire quelque chose. Et oui, en attendant l'ouverture du Lyon-Turin, il faut tout faire pour exploiter cette ligne. Pourquoi on a fait tout le contraire depuis 15 ans? Mais alors, parce que c'est quand même l'État qui est je suis d'accord, responsable de l'autoroute ferroviaire alpine et de la disparition du fret ferroviaire depuis 15 ans, 30 ans même. Alors, parce qu'il y a des problèmes parce que c'est aussi un bon moyen de justifier une nouvelle infrastructure. Par contre, les théories complotistes, ça, franchement, il faut arrêter ce genre de truc. Parce que demander aux chefs d'entreprise de transport routier qui disent « moi, je ne peux pas avoir de service, je m'inscris pour mettre mon camion sur le train et j'y arrive ». Si vous me laissez quelques minutes, je voudrais d'abord qu'on puisse repasser, si c'était possible, la photo du tunnel historique que M. Jean-Charles Colas utilisait pour qu'il serve d'axe de fret massifié de dimension européenne. Là-dedans, vous faites passer... Non, mais vous faites croire ça à qui, monsieur? Mais à personne. En Suisse, avec le même tunnel, ils ont fait passer 17 millions de tonnes pendant des décennies. Tellement qu'ils en ont fait exactement le même que le Lyon-Turin. A augmenté. Alors, ce qui n'est pas aujourd'hui, ce tunnel... Vous savez, c'est pas parce que l'Élysée est très ancien qu'il faut dire à Macron de plus y habiter. Non, mais bon, c'est des formules de comptoir. Non, l'intérieur du tunnel a été remis au gabarit GBA dans les 10 ans qui viennent de passer. Alors, la difficulté, c'est que c'est pas un problème de capacité. Il y a des problèmes de capacité liés à la sécurité, mais il y a avant tout un problème de performance. Les transporteurs et les chargeurs ne veulent plus utiliser ce tunnel. Il est subventionné. Alors, c'est moins cher que la route. C'est subventionné à 10 millions d'euros par an pour faire passer des camions. Donc, les chargeurs, le calcul économique, il est vite fait. Soit je prends une infrastructure qui est fiable, compétitive, rapide,
Pour utiliser ce tunnel, il faut 3 locomotives pour monter des petits trains à faible gabarit à 50 km/h. C'est un petit peu faux. Quand les trains sont à petit gabarit, 1500 plus un tracteur. C'est le grand gabarit. Alors, j'ai une question, j'aimerais qu'on y réponde. Est-ce qu'on peut concilier aujourd'hui grands travaux d'infrastructure et respect de l'environnement? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le vrai enjeu, c'est pas de mettre l'environnement face à l'infrastructure. L'enjeu, c'est de mettre, quand une infrastructure est nécessaire, utile, voire qu'elle peut améliorer l'environnement, ce qui est le cas quand même, et en particulier sur certains projets ferroviaires, il n'y a pas de souci. Le vrai problème pour la 45, comme pour une bonne partie de l'infrastructure Lyon-Turin, c'est qu'elle est inutile en termes de besoins pour les citoyens et pour les entreprises. Qu'il y a des infrastructures existantes qui peuvent être améliorées, voire qui le sont déjà, et qui, du coup, d'un point de vue environnemental, quand on fait le bilan économique et environnemental, et ce n'est pas les écologistes qui le font, c'est la commission Mobilité 21 sous le mandat précédent, c'est le comité d'orientation des infrastructures sous ce mandat-là, les deux font le même constat, c'est que là, ça coûte trop cher par rapport aux avantages, et en plus, il y a une atteinte à l'environnement qui est très forte. C'est pas ce que disent. En tout cas, ce n'est pas prioritaire, parce que c'est reporté à beaucoup plus tard. Enfin, toujours est-il que chaque jour, il y a 227 poids lourds de plus supplémentaires que la veille qui passent dans les Alpes. Chaque jour, c'est 227 poids lourds supplémentaires sur les routes alpines. Parce que Renault ne peut pas l'utiliser. Est-ce qu'on peut concilier travaux d'infrastructure et défense de l'environnement? Concilier niveau d'infrastructure, défense de l'environnement. Je pense aujourd'hui qu'on va très loin dans un certain nombre de réglementations environnementales. Parfois, je trouve trop loin, parce qu'il y a tout un tas de temps inutile perdu sur un certain nombre de dossiers, alors globalement, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut compenser. Aujourd'hui, il y a des procédures administratives qui sont hyper lourdes, qui font que les projets mettent des années et des années, et qu'à partir du moment où la décision est prise, même, vous le disiez tout à l'heure, jusqu'au moment de la réalisation, il se passe tellement de temps qu'en fin de compte, on a pris un retard technologique et industriel que les projets sont obligés de changer. Je crois qu'il y a vraiment surtout un problème de visibilité des projets. Aujourd'hui, j'entendais les propos du président de la CPME de Savoie. La réalité, c'est que les entreprises, bien évidemment, elles ont besoin de visibilité et qu'aujourd'hui, on est dans un système où, bien évidemment, il y a un débat qui est très intéressant. Il y a juste un moment où, quand on arrive à concilier les intérêts économiques, les intérêts environnementaux, les intérêts de développement des métropoles, mais aussi des territoires périurbains, à un moment, je pense que le bon sens doit l'emporter et qu'il y a des infrastructures qui sont possibles. Je pense aussi... Je voudrais qu'on écoute aussi Patrick Riquiero sur cette question. Comment est-ce qu'on fait pour concilier... On prend la 45. Moi, ce que j'ai vu que la 45, ça n'a pas filé un emploi, à part quelques bureaux d'études et quelques avocats en droit public. Aujourd'hui, la 45 n'a pas produit un emploi et ça fait 40 ans qu'on en parle. Patrick Riquiero, comment est-ce que, quand on est dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, on concilie... Alors, dans le secteur du bâtiment des travaux respect publics, de l'environnement. Vous avez des camions qui ne font pas du tout l'international, mais qui roulent aussi sur les mêmes routes. Et c'est aussi très compliqué, notamment aux ouches, dans tout le secteur. Il ne faut pas les oublier non plus. Ça c'est important. Par contre, dans les investissements, j'étais au sommet de la construction il y a 3 semaines, et l'État lance Cœur de Ville. On s'aperçoit qu'on refait machine en arrière parce que depuis 20-30 ans, on a construit dans la périphérie de toutes les villes. Aujourd'hui, on a délaissé depuis un bon moment le cœur des villes. Et là, c'est pareil. On n'a rien fait pendant 20-30 ans. On s'aperçoit que ça devient obsolète. Les commerçants ne peuvent plus suivre. Ils ferment les uns après les autres. Donc l'État lance aujourd'hui 5 milliards d'euros sur les villes moyennes, c'est-à-dire les villes qui font plus de 15 000 habitants, pour redynamiser le cœur des villes parce qu'on les a laissés à l'abandon pendant des années. Mais attention, là aussi, il faut des investissements, notamment en matière de parking. Vous avez un bon exemple aussi sur Anne-Sylvieux. On a fait un parking souterrain externalisé et ensuite on fait des navettes dans le transport collectif pour aller au centre-ville. Emmanuel Imberton, est-ce que tous les projets autoroutiers sont condamnés en France aujourd'hui? Mais j'espère pas. J'espère pas. Si j'écoute aujourd'hui notre ami écologiste, j'ai l'impression qu'il ne faut plus rien faire. Il faut attendre que le temps passe et compter simplement les camions, comme par exemple dans la vallée de l'Arve. Donc il y a un moment donné où il faut prendre un peu son courage à deux mains. Et puis il faut aussi, dans notre métropole, penser qu'il n'y a pas que les bobos de la Croix-Rousse qui roulent en vélo, qui ont un tramway et qui ont un métro.
il y a tous les banlieusards autour de la métropole pour qui la vie est devenue une vraie galère. Parce qu'aujourd'hui, quand vous habitez à Saint-Étienne, quand vous habitez à Vienne, quand vous habitez à Mornan, quand vous habitez à Bourgoin-Jallieu, venir travailler à Lyon s'apparente à un parcours du combattant. Et chaque année, on voit que la situation se dégrade. Et au fond, les politiques sont aujourd'hui pas capables de nous proposer une vision à long terme. C'est la raison pour laquelle les élus de chefs d'entreprise de la CCI ont décidé de se saisir de ce problème et que notre commission aménagement du territoire livrera au courant de l'année prochaine un livre blanc sur les infrastructures pour essayer d'alimenter le débat public qui, sur ce sujet-là, est très sclérosé. Et on a des très bons exemples. La 89, par exemple, est un exemple exceptionnel, me semble-t-il, de désenclavement. Un peu vide, alors, on arrive à la fin de ce débat. Patrick Lequero, en 10 secondes. Et puis, il faut qu'on donne la parole à Éric Monget. Il faut mettre des milliards pour quelques centaines de véhicules. En 10 secondes. Sur la transition énergétique. Aujourd'hui, on découvre la voiture électrique. C'est formidable. Mais Porsche l'avait créée en 1934, avec 4 moteurs asynchrone, et c'était 4 roues motrices. Donc on a mis du temps. Mais c'est pas ça la transition énergétique. Non, mais... Ça n'a rien à voir. En revanche, il y a des centaines de millions d'euros à mettre dans la transition énergétique pour les entreprises du BTP, mais plutôt les PME, les artisans, que les grosses entreprises. On découvre aussi la voiture à hydrogène. La voiture à hydrogène... Pas encore découverte. Allez. Si, mais elle marche depuis 10 ans. On fera un autre débat pour en parler. Éric Monget, pour finir, quelques infos que vous avez glanées dans Flash Info. Bon, donc très rapidement, dans les grands chantiers, on peut évoquer celui de la Part-Dieu. Donc le réaménagement de la gare de la Part-Dieu, donc qui va démarrer avec 2 phases, une phase sur la destruction du hall sud et une seconde sur le hall de Lorient. Donc un peu plus d'un an de travaux avant d'attaquer le hall nord. Voilà. Plus tous les autres travaux autour de la Part-Dieu, effectivement. Absolument. Très rapidement, pour revenir, parler de quelques entreprises qui sont touchées par tous ces grands travaux, on peut évoquer l'entreprise NFM qui restructure en fait l'organisation de son activité. Donc en se NFM qui fait des tunneliers. Voilà, en se recentrant sur son activité principale de tunnelier. Et puis, dernier point rapidement, on peut parler aussi dans le BTP donc, du rachat de la société SER par le groupe Eurovia, donc filiale de Vinci, spécialisée dans le routier, l'aménagement urbain. Merci Éric Monget de Flash Info et merci à vous 5, vous 6 d'avoir participé à ce débat. On a été heureux de vous le proposer. Merci, au revoir.